Apéro spécial Playoff Conférence Est. La deuxième conférence. La deuxième, on a fait l'Ouest. Vous avez pu regarder la vidéo. L'Ouest, on a tout détaillé. De A à Z, on a pris le classement dans l'ordre qui est ultra serré. À l'Est, on est un peu moins serré. Un peu moins. On a un petit paquet, enfin vite fait quoi, mais on a quelques places qui sont pas encore décidées au moment où on fait cette vidéo en termes de classement. C'est ça. Bon, ok. Nonobstant, il y aura plein de choses intéressantes à devoir regarder. En un mot. Nonobstant, il y aura plein de choses intéressantes à regarder. Bien sûr. Nonobstant. Je sais plus. Nonobstant. Ouais. Il y aura plein de choses intéressantes à regarder dans cette conférence Est qu'on a très très hâte d'observer car je sens que ça va être tout aussi serré que l'Ouest. On a des questions ? Bien sûr. Et justement le modèle qu'on voulait tester avec vous, car j'attends aussi vos réponses. Ce sont 6 questions que j'ai prévu de poser à Alexinator. Je vais évidemment y répondre aussi parce que ce sont des questions qui concernent les playoffs 2025 avec les équipes de la conférence Est. On a parlé de l'Ouest. Maintenant, on s'occupe de l'Est. Bien évidemment, j'en profite pour redonner les informations principales avant qu'on démarre avec ces 6 questions. Donc on ouvre bien grand ses oreilles. Si vous n'avez toujours pas pris vos places pour les NBA Viewing Parties 2025 avec Trash Talk, la NBA, Beansport, Paris Sport en ligne et compagnie, vous allez dans le premier lien en commentaire ci-dessous. 19 avril, Paris Grand Rex, 20 avril, Lyon Maison de la Danse, 26 avril, Marseille, Palais du Pharaon. 3 très belles salles. Le Grand Rex, pour certains ou certaines, vous connaissez déjà puisqu'on l'a déjà fait en 2023 et en 2024. On le refait en 2025, le Jamais 203, le fameux. 2500 places, boom. Des beaux fauteuils en cuir, tout ça. La Maison de la Danse, salle magnifique. Le Palais du Pharaon, salle magnifique. Extraordinaire. Lyon, Marseille, 2 très belles villes. Ça n'a jamais été fait hors États-Unis. On est dans la place. 3 bêtes de soirée, ça va nous mentionner sur ESPN. Vous n'êtes pas prêts, ça va être extraordinaire. Le Grand Rex de Mark Jones l'année dernière, quand même, c'était incroyable. Vous foncez dans le premier commentaire. Vous n'oubliez pas aussi que ce lundi, il y aura du gros rendez-vous. Donc, vous mettez un réveil. Il y aura le Trash Talk Bracket Contest à remplir pour vous montrer un petit peu votre expertise, c'est-à-dire pronostiquer l'intégralité des playoffs. Et bien évidemment, préparez votre popcorn parce qu'il y aura un apéro science-fiction. Exactement. Grosso merdo. Et après, il y aura des previews de playoffs. Oh yeah. Série par série, puisque les playoffs, bien évidemment, sont un gros gâteau qui se déguste part par part, miette par miette. Miette par miette, hein. Ouais. La belle miette bien rassie. Et donc, 6 questions, Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. On démarre avec la première question que je vais poser tout de suite, et donc, j'attends aussi vos réponses, mesdames et messieurs. Première question. Tom Thibodeau, la cheville de Jalen Brunson, ou la défense collective, qui est l'ennemi numéro 1 des Knicks sur ces playoffs 2025 ? Je vois que tu te marres, j'installe le contexte, évidemment, on parle de Tom Thibodeau, Alex est déjà fâché. Tout à fait, Alex est fâché sur le temps de jeu, on va en reparler avec les fans des Knicks. Et puis Jalen Brunson revient de sa cheville. Et puis la défense collective, ça attaque fort les Knicks, mais quid de la défense ? Du coup, il y a peut-être une autre réponse, mais c'est quoi pour toi, là, quand tu es à la place des Knicks et des fans des Knicks, tu te dis, ok, c'est quoi le truc que je dois surveiller en numéro 1 pour essayer d'aller le plus loin possible ? Tom Thibodeau. Je ne vais pas changer d'avis. Au-delà même des histoires de rotation qui me gavent à mort de faire jouer autant les titulaires toute la saison comme ça et prendre le risque de blessures, de fatigue aussi, qu'elle soit physique ou mentale, arriver au moment des playoffs, j'aime pas du tout, je valide pas, c'est pas du tout dans l'air du temps en plus. Mais même au-delà de ça, je suis pas un convaincu, moi, j'ai jamais été de Tom Thibodeau tactiquement. C'est-à-dire que ça va peut-être paraître dur pour certaines personnes, mais je suis pas si loin que ça de le mettre dans la catégorie de ces coachs que tu es très très content d'avoir pour développer et lancer ton équipe, mais à un moment donné, c'est bon. Merci Bickerstaff, merci Mark Jackson, merci, tu vois ce genre de coach là, c'est bon. Thibodeau, je suis pas si loin que ça de le mettre là-dedans, et je pense que vu l'effectif des Knicks, vu la qualité qu'il y a de joueurs, vu la taille du patron que peut être Jalen Brunson, t'as des ailiers pour défendre, Michael Bridges, Anunoby, Josh, t'as vraiment de quoi faire. T'as quelques jeunes à développer, t'as Karl Anthony Towns, bon, Mitchell Robinson, on sait pas trop parce qu'il a été beaucoup blessé, mais t'as quand même un effectif, merde, ils ont investi pour ça. Je reste persuadé que le problème est plutôt au niveau du coaching. Et je parle pas de rotation vraiment de temps de jeu là, je parle de innovation tactique, de choix tactique et offensif et défensif, où en fait Thibodeau, il a dominé qui en play-off récemment ? Il a dominé Bickerstaff il y a 2 ans ? Oui. Je suis vache, mais... Non, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a dominé Nick Nurse l'année dernière ? Je suis pas sûr.
Ils sont passés, hein, les Knicks. Hein. Ils sont passés, ils ont battu les Sixers, mais je suis pas sûr. Et après, derrière, bon, bah, il a eu des blessures et puis bah, il s'est fait fumer par Rick Carlisle et les Pacers. Et donc, bon, je suis sceptique. Ouais. J'attends qu'il me fasse mentir. Cette équipe de Knicks, moi, me plaît bien. J'aime bien. Il y a pas mal de joueurs que j'aime bien. J'aime beaucoup de choses qu'elle a montrées. Tu as raison sur la défense collective, mais est-ce que justement, cette défense collective n'est pas également des sujets de coaching, d'organisation ? Si, totalement. En fait, là où je te suis, c'est que, par élimination, la cheville de Brunson, on l'a vu la revenir récemment, et je pense que à la fois dans son registre de jeu et dans le rythme qui lui a été donné pour revenir, là c'est très bien. Donc on va avoir un Jalen Brunson qui va arriver. Je pense que ça peut aller à température ambiante. J'espère pour les Knicks. Tout à fait, fin avril, je pense qu'il va être bien. L'idée quand même, c'est que New York, qui est podium, doivent gérer sans le moindre problème son premier tour. On va voir, on ne sait pas encore si ce sera pas être un premier tour facile. Hein. Tout à fait, on ne sait pas encore si ce seront nos amis les Pistons, si ce seront les Bucks. Bon, normalement, ça ne devrait pas être les Pacers. Là-dessus, il y a un wagon. Donc, c'est vraiment choisir entre les Bucks et les Pistons, ou plutôt découvrir qui tu vas choper ce dimanche entre les Bucks et les Pistons au premier tour. Tu seras avant dimanche même. Peut-être. Tout à fait possible. J'ai l'impression que jamais le siège n'a semblé aussi chaud sous les fesses de Tom Thibodeau. Ah ouais. Je pense. Ouais. C'est là-dessus, je te suis totalement. Il y a des vrais investissements de fait. Ils ont pris des gros joueurs, ils ont monté des gros trades. C'est ça. Ils vont faire quoi si ça marche pas ? Ils vont trader Anunoby ou Towns ? Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Virer Thibodeau. Alors, tu peux avoir cette option-là. On n'oublie pas que depuis des semaines, et moi je vous en parlais en janvier notamment, dans ces mêmes poufs, la chose qu'on observe le plus, c'est, normalement, sauf s'il y a un séisme, cette demi-finale entre les Knicks et les Celtics. Qui va être une des séries les plus attendues même de l'année, parce que c'est vraiment des powerhouses avec des gros investissements qui ont lieu, des franchises mythiques, etc. Si les Knicks se font vraiment malmenés et tabassés, et dans le jeu, et collectivement, et tactiquement, ça va se sentir très très fort, d'autant plus face à des Celtics champions en titre, et Joe Mazzulla qui est capable aussi de changer les choses. Mais donc là, il pourrait être le plus exposé possible, Tom Thibodeau, ce qui peut mener à une éviction. Il peut se faire exposer tactiquement. Tout à fait. La défense que tu signalais tout à l'heure, là, en intro de la question, peut se faire. Alors là, peut vraiment prendre très très cher face à l'attaque des Celtics. En parlant plus de Celtics, on va en reparler dans cette vidéo, mais on parle de Celtics qui sont, franchement, je me demande si c'est pas l'équipe qui a la meilleure dynamique sur cette fin de saison. Je veux dire, les mecs sont champions en titre et en plus, je pense que vraiment, ils sont sur une... On n'en parle pas beaucoup d'eux parce que c'est vrai que bon, Tatum a pas de charisme, tout ça, j'ai compris. On a compris. N'empêche que en ce moment, quelle équipe est sur une meilleure dynamique que les Celtics ? Pas si simple. Dans la conférence Est, oui, c'est sûr. Même à l'Ouest, en fait, je veux dire... oui, bien sûr. Ils discutent fort. Donc, en plus, tu vois, il y a ce paramètre-là pour les Knicks, où les Knicks vont probablement avoir un premier tour quand même plus difficile à gérer que les Celtics. Après, l'avenir... Oui, non, oui, c'est sûr. Mais quand même, les Celtics veulent savoir s'ils vont jouer Orlando, Atlanta, Bulls... des Bulls, de Josh Giddey et tout ça. Moi, je veux. Mais les Celtics, il y a quand même des cas de figure où les Celtics ont un premier tour vraiment plus simple que des Knicks qui devraient se fader, des Pistons ambitieux, des Bucks qui te rentrent dans la bouche. C'est ça. Ça peut être chiant. Donc à la limite, il n'y a pas de scénario dans lequel... Enfin, par rapport à Tibbs, évidemment que si tu te fais upset au premier tour des playoffs, faut en parler de ça. Même Léon se marre. On est obligé d'en parler, on ne peut pas l'évacuer totalement. Les Knicks vont passer le premier tour des playoffs, bordel de merde. Ils doivent et ils vont, notamment parce que on tape sur Thibodeau. Il y a eu des évolutions offensives hyper intéressantes après avoir eu cette espèce d'étiquette qui était sur lui de coach ultra défensif, etc. Où quand même New York, bon an mal an... Enfin, je veux dire, pour aller stopper Jalen Brunson et Anthony Towns sur les playoffs à venir, va falloir bouger les cannes. Il va y avoir du monde qui va se faire et bien. Et puis même Anunoby, il a fait des gros matchs. Non, mais il y a une vraie équipe. Et là, sur la fin de saison, tout à fait, Anunoby a joué à un excellent niveau des deux côtés du terrain et c'était assez remarquable à voir. Donc ça tombait assez bien. Mais là où moi j'ai une grosse... Je sais pas ce que tu pointais, je sais pas si tu as une question à me poser. Non, vas-y. Là où j'ai mes doutes défensivement, c'est que je me suis peut-être un tout petit peu trop attendu à ce qu'il y ait des tests autour de line-up avec Anthony Towns, Mitchell Robinson, et je n'ai pas été rassuré par ça. Bah non, mais il n'y a pas eu beaucoup de tests. Hein. Et pas beaucoup de tests. Alors, est-ce que c'est parce que Mitchell Robinson n'est pas prêt ? Ou est-ce que c'est parce que Thibodeau, il n'a pas envie, il n'est pas dans ce délire ? Je sais pas. Moi non plus, mais dans les deux cas, c'est pas très bon, je trouve. Exactement. C'est pas bon signe.
Du coup, l'année dernière, on avait les Knicks qui défendaient beaucoup mieux que ça. Ils attaquaient moins bien. Ils étaient feisty, c'était autre chose. Attention, Tout à fait. c'était un autre délire. Donc, je dirais que le truc dont j'ai le plus peur, c'est ce qui va se passer autour de Tibbs. Parce que autant le premier tour, on va en faire la preview, mais je pense que New York va et doit passer. Autant lorsqu'on va faire la preview en demi, tu affrontes le champion en titre qui est sur une dynamique exceptionnelle. On touche du bois, qu'il n'y ait pas de souci de santé côté Boston. Si tout le monde est aligné, comme tu l'as très bien dit, c'est pas un joueur de New York qui va prendre la porte. Non, c'est pas un joueur. Donc le siège le plus chaud, là, je sais plus comment tu avais formulé. Le hot seat. Ouais, tout à fait. L'espèce d'inquiétude l'ennemi numéro 1, Thibaut. Tout à fait. Question suivante, tu es prêt ? Vas-y. Quel joueur va exploser sous nos yeux dans la conférence Est sur ses playoffs ? Comme vous le savez... Exploser dans le bon sens du terme. Dans le bon sens, ouais, tout à fait. Non, pas exploser, t'inquiète. Pas exploser en vol. Pas exploser en vol. Comme vous le savez, à chaque fois en playoff, on a des garçons qu'on surveille qui sont soit des borderline stars et qui le deviennent, soit qui ne l'étaient pas du tout et qui deviennent hyper connus. Dans l'entièreté de la conférence Est, y a-t-il quelqu'un, Alex, là, que tu vas surveiller et tu te dis, ça y est, le leap, le jump, ce passage dans la cour des très très grands, il va avoir lieu là dans les prochaines semaines. Evan Mobley. Je pense que là, le classement actuel, donc au moment où on fait cette vidéo, les Cavs sont premiers, les Pacers sont quatrièmes. En étant premiers, les Cavs joueraient donc un 8e sortie de play-in, donc peut-être des Hawks, du Magic, du Bulls ou éventuellement un Heat qui reviendrait des enfers. J'en sais rien, mais ils les tabassent. Enfin, il faut. On vient de parler des Knicks, mais là, attention, les Cavs. Faut passer le premier tour fort. Et derrière, moi, je me demande si, sans leur faire offense, les Pacers sont pas la meilleure nouvelle possible pour les Cavs potentiellement en demi de conf. Dans l'hypothèse où les Pacers passent leur premier tour de playoff contre les Pistons ou les Bucks. On va voir. Dans le sens où les qualités des Pacers, de jeu rapide, de grosse attaque, avec de l'efficacité, pas mal de joueurs et tout, c'est des qualités où Cleveland a excellé cette saison. Ça leur fait pas peur, ce jeu-là. Et sur demi-terrain, à un moment où il faudrait resserrer et tout, je crois plus en Donovan Mitchell avec Atkinson, avec des gros écrans de Jarrett Allen, avec des DeAndre Hunter et tout qui mettent des gros tirs, et à un Evan Mobley qui fait Oui. Non, bonjour. Lui. C'est lui qui doit... Je m'en bats les noix de Siakam, Miles Turner, tout ça, là, arrêtez vos conneries, là, c'est moi le meilleur intérieur de la série. C'est lui genre, qui doit faire le job. hands down. S'il joue Milwaukee, il sera pas le meilleur intérieur de la série. Voilà. Merci. Il sera peut-être très fort, mais il sera pas le meilleur intérieur de la série. C'est le plus gros facteur X de la conférence Est, quasiment Evan Mobley et son évolution. C'est qu'on le voit. Franchement, je l'attends fort. Il a fait une belle saison. Ouais. Et là, s'il pouvait... Parce que l'année dernière en playoff, je trouvais que là où les Cavs m'avaient énervé, lui, il avait envoyé des choses que je trouvais intéressantes. Ouais. Notamment en pivot, là, quand Jarrett Allen s'était blessé, tu sais, tout. C'était pas mal. Il y a quelque chose. Donc là, avec la bonne saison, s'il pouvait s'appuyer là-dessus pour envoyer encore plus sale en playoff, ce serait non seulement une excellente nouvelle pour les Cavs, mais en plus, ça pourrait être du coup le joueur qui réponde à ta question. Le joueur qui explose. Oui, c'est ça. Il y a un peu ce côté joueur qui explose. Evan Mobley. T'en as d'autres ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai évidemment un joueur, mais c'est vrai que sur Evan Mobley, tu sens, comme je disais là, que c'est vraiment le X-Factor sur la conférence Est, c'est que j'arrive pas à m'enlever de la tête ce match à Boston l'année dernière où tu sais ils ont décidé de le faire jouer 5, c'était la fin de JB Bickerstaff, donc ils avaient essayé certaines choses, il y avait des blessés tout côté Cleveland et où tu voyais qu'il pouvait être le meilleur intérieur de sa conférence avec Giannis. Et je pense qu'on va l'avoir là, mais je crois qu'on va avoir les hauts et les bas, c'est-à-dire qu'il va se faire parfois malmener, il va devoir passer par ces critiques-là, Evan Mobley. Peut-être. Le parcours des Cavs va grandement dépendre de lui, sa capacité à exploser ou pas. La lumière va être très brillante. Là, et on l'a déjà dit en se foutant de la gueule de Jarrett Allen, mais là, il va falloir que Evan Mobley sorte les lunettes de soleil et montre qu'il est au rendez-vous. Mais pas que lui, il y a d'autres gens qui vont être attendus. Mais ça, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Bien sûr, bien sûr. Toi, t'as qui en joueur qui va exploser ? Plutôt des jeunes, hein, on est d'accord. Enfin, oui, tout à fait. J'en ai deux, qui sont pas du tout au niveau d'Evan Mobley. Hein. Mais il y a deux garçons que je vais surveiller de très très près, donc je savais pas trop qui choisir. Je suis fasciné à l'idée de voir Osar Thompson en playoff avec les Pistons, même si la série peut être un petit peu courte, mais je veux voir ce que ce gars-là va donner. Pour le moment, c'est un freak de saison régulière qu'on a vu avec Détroit. Entre lui et son frère, c'est assez extraordinaire ce qui se passe, mais
C'est n'importe quoi la famille. Là. C'est n'importe quoi. On ne sait pas si le père est de notre système solaire ou pas, ou la maman aussi. Je sais pas. Mais c'est très 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 flippant. Ça vient du laboratoire. Et Ossard, je pense, représente une des clés des Pistons sur une série qui peut être compétitive. On sait que on attend beaucoup de Kekenga, on attend beaucoup de Jalen Duren, on attend beaucoup les vétérans de Tobias Harris, Mike Beasley, Tim Hardaway Jr. à Détroit qui vont faire le boulot, mais je me demande si c'est pas justement ce que je souhaite voir, un Ausar Thompson face à des Mikal, face aux Knicks, face à des OG Anunoby, face à ce genre de série où, en fait, dans n'importe quelle série, ce sera le joueur le plus athlétique. Et ça y est, c'est le titulaire vraiment safe, qui représente beaucoup d'aspects à lui seul de la conférence Est. C'est un fighter, c'est un défenseur exceptionnel, c'est un super athlète. J'adorerais voir l'explosion d'Osar Thompson sur une série comme ça. Un match où on se dit genre, oh shit, c'est un quasi 5x5. Le mec, de par son talent, a explosé la scène, sur la plus grande des scènes. Et sinon, je vais surveiller d'un très très gros œil les playoffs de Andrew Nembhard, côté Indiana, qui m'avait beaucoup plu sur la saison passée, notamment avec des très gros matchs face aux Knicks, notamment, ou à d'autres moments des playoffs. Et je pense qu'il peut faire des productions suffisantes pour qu'on se dise, en fait, c'est Haliburton, Siakam et Nembhard. C'est un mec qui peut-être va mettre ses 15, 16, 17 points sur certains gros matchs de playoff qui vont permettre à Indiana de surprendre du monde. Okay. Je suis un peu plus sceptique. J'aime beaucoup Nembhard, mais je suis un peu plus sceptique. Bonjour. À voir si on en Nembhard ou Osar Thompson. En tout cas, Alex a pris Evan Mobley. Question suivante, Alex, qui concerne nos amis justement de Boston. Dans quel scénario les Celtics ne retournent pas en finale NBA ? Ils sont champions en titre. Ils sont sur une excellente dynamique. Toi et moi, avec Léonce, en trio, on va dézinguer les Celtics s'ils ne retournent pas en finale NBA. On n'arrête pas de se foutre de la gueule de la concu, blablabla, en mode, toi et moi, on a fait des séances dédicaces, on a dit, en gros, ce serait bien de passer les Knicks en demi, parce qu'ensuite, voilà, no disrespect envers les Cavs, mais c'est comme si c'était déjà acté, quoi. C'est quoi les scénarios, la to-do list des Celtics à ne surtout pas croiser, parce que ça t'empêcherait d'aller en finale NBA, quoi. C'est quoi ? C'est au-delà de l'aspect, évidemment, blessure. Ah bah, c'est le premier que j'allais citer, hein. Parce que moi, vu la config actuelle et les dynamiques actuelles... Il y a zéro scénar. Il n'y en a pas, à part la jambe de Jalen Brown ou de Tatum à l'équerre dès la première série, tu vois. Genre, tu vois, le truc relou de ouf qui arrive parfois en play-off, c'est le premier scénario qui me vient à l'esprit, et malheureusement pour les Celtics, ça serait une catastrophe. Ça arrive tous les ans en play-off, des gros joueurs qui se blessent trop tôt et qui ruinent la campagne de play-off de leur équipe de fait. Mais là, j'étais en train de regarder, donc ils sont sur 9 victoires lors des 10 derniers matchs, les Celtics. Et c'est ça, il n'y a que 2 défaites dans les 20 derniers, il me semble. Non, mais c'est sûr. Ils sont en feu total. Et il y a évidemment un calendrier qui s'y prêtait. Hein. T'as joué 2 fois les Suns, t'as joué les Spurs qui jouent plus rien, t'as joué les Wizards et tout. T'as pas battu des énormes équipes. T'as perdu le Thunder, et c'est qui d'autre qui t'a battu ? C'est le Heat, non ? Ouais, le Heat qui t'a battu aussi. Donc ça, c'est le petit point à regarder. Bon, t'as battu les Lakers, t'as battu les Nuggets, t'as battu des équipes un peu sérieuses. Les Cavs t'ont tapé. Donc ne négligeons pas les Cavs. Ils ont tapé les Celtics, les Cavs, cette année. Il n'en reste pas moins que la dynamique est en place, que quand tu vas dans les injury reports et que tu regardes Boston, t'es là... Tu vois du game time decision sur la fin de saison, mais à part le genou de Horford, Jrue est en train de se reposer tranquillou bilou. Kristaps, il y avait une petite maladie, une petite illness, là, l'histoire qui se repose. Jalen Brown, tout ça, Jason Tatum, ils sont tous en game time decision là, sur les derniers matchs de régulière, puisqu'en fait, quand tu regardes le classement, Boston joue rien. C'est-à-dire que je pense qu'avec le tiebreaker, mathématiquement, ils pourraient avoir le même bilan que les Cavs si tant est que les Cavs perdent leurs 4 derniers matchs et que Celtics gagnent les 4 derniers. Mais je pense même pas qu'ils ont le tiebreaker, donc mathématiquement, ils ne peuvent pas être premiers et ils ne pourront pas être troisième. Donc c'est la semaine de Peyton Pritchard, le classique. C'est ça. Peyton Pritchard, Sam Hauser, je sais pas qui va nous sortir, Luke Cornett, tout ça, ça va jouer beaucoup de minutes. Et les autres vont jouer un match sur 2, tranquillou, 25 minutes par-ci par-là. Objectif, samedi 19 avril, tout le monde est à 100%. Je rappelle que l'année dernière, les Celtics ont été champions. Combien de matchs il a joué Porzingis en play-off l'année dernière là ? Non, pardon, bouge pas. J'y vais. Porzingis, où es-tu mon grand garçon ? Tu es là. Hop, je te dis ça tout de suite, mais
Porzingis, l'année dernière, Staps, 2023-24. il n'a joué que 7 matchs de playoff, donc que 4 en tant que titulaire. Oui. Avec ça, ils ont été champions. Voilà. Là, ils sont dans une bonne dynamique, et potentiellement, ils démarrent les playoffs avec tout le monde. Non, mais c'est sûr que, on va pas se mentir, donc, à on part une parle, blessure, Boston, pour moi, c'est favori. Boston doit retourner en finale NBA, à n'en pas douter. C'est juste quels sont la question que je posais, c'est quels sont les scénarios, c'est-à-dire au-delà des blessés, il faut. J'en ai un autre si tu veux. Alors il faut absolument gérer New York évidemment en demi, ça c'est vraiment ton obligation. Quel est le scénario dans lequel New York bat les Celtics, les deux équipes à 100%? Voilà. Le scénario dans lequel les Cavs battent les Celtics, on l'a vu cette saison. Oui. Match très offensif, et les Cavs, ils sont plus en feu. Et ils sont capables, avec leurs intérieurs, de faire les gros plays défensifs de fin de match importants pour gagner. Oui. Par exemple. Tout à fait. Je trouve que Boston a montré, d'autant plus sur les playoffs de l'année dernière, que jouer à l'extérieur ou à domicile, ils s'en carraient. Preuve étant, ils ont été meilleurs à l'extérieur qu'à domicile, je crois, sur l'intégralité des playoffs. C'était des brutes épaisses dès qu'ils se déplaçaient hors du TD Garden. Donc ça, bon, tant pis. Non, moi vraiment, c'est ils viennent de réaliser là le record sur une saison régulière de 3 points rentrés sur une saison. Ça artille comme jamais les Celtics. Ils ont battu les Warriors de 2022-23. C'est les 3 points qui rentrent pas? Alors, non, pas plus que ça. C'est plutôt le fait que Boston... J'espère que Boston va avoir la même discipline qu'ils ont pu avoir à certains moments clés des playoffs de l'année dernière, où au lieu d'artiller comme des zouaves, ils se rendaient compte qu'avec les athlètes qu'ils ont, et notamment Jason Tatum cette année, lorsqu'ils décident collectivement d'aller à l'arceau, il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui peut les arrêter. Tu veux les faire changer un peu de jeu. Ne rentre pas dans un shootout avec les Cavs avec uniquement des tirs à 3 points. Si tu peux punir les Cavs, et on en reparlera dans, j'espère, la prévision. Avec du Jrue Holiday dans le dunker spot en cut backdoor pour exploiter Garland et compagnie. Et que Tatum ne fasse pas avec Brown que des step back, mais vraiment d'aller chercher sur le museau de Mobley et de Jarrett Allen et compagnie. Le scénario que je vois, c'est Boston a perdu une certaine forme de sa discipline à aller chercher des points dans la raquette et des lancers. On a vu comment ils ont matraqué les Mavs au final en disant on passe l'épaule et ensuite démerdez-vous. Et que ça rentre dans un shooting contest face aux Knicks ou face aux Cavs. Attention à ce jeu-là. Je ne rentrerai pas forcément, avec ces deux équipes, dans un contest à 3 points. Pas face à Jalen Brunson, Karl Anthony Towns et quand ils le veulent bien, OG Anunoby et monsieur Mikal Bridges. En gros, on le fera dans la preview, mais je pense qu'ils vont pas mal laisser Josh Hart shooter. Et certainement pas face aux Cavs, qui, lorsqu'ils prennent feu à 3 points, sont absolument incontrôlables. Je suis d'accord. Donc moi, mon scénario, c'est quelque part, c'est un petit peu le pire ennemi de Boston, c'est Boston. Ne pas oublier que Boston ne doit pas oublier que ils ont une arme qu'ils peuvent utiliser contre les Knicks ou contre les Cavs, c'est qu'ils ont cette capacité à défendre, encore plus une capacité à défendre le plomb aussi. Et que ils ont une meilleure, en tout cas, pour moi, entre Knicks, Cavs et Boston, je pense que Boston cette année a montré la meilleure défense. Bien sûr. Les Cavs pas mal, mais ils ont montré la meilleure défense. Les Knicks sont derrière. Et il faut pas qu'ils oublient ce que tu viens de dire. Ok, il faut aller au cercle et tout, mais aussi la défense. C'est-à-dire que quand Boston va décider de se concentrer, d'être bien focus, comme ils le font là, sur la fin de régulière, et donc de défendre un peu le plomb, et puis en attaque, ils jouent leur jeu, ok, il faut que ça tombe dedans, mais ils jouent leur jeu, ils sont durs à battre. Quand ils défendent bien, ils sont durs à battre, vraiment. Oui, très compliqué à battre. Mais c'est pour ça que je dis que dans le scénario où Boston est discipliné, vraiment très discipliné, on peut avoir un truc historique en termes de run. Mais s'ils sont un petit peu... Les Cavs peuvent peut-être les faire, ou les Knicks. Parce qu'il y a deux équipes fortes, très fortes en attaque, et vraiment bonnes en défense, et pas trop dégueu en défense pour les Knicks, bonnes pour les Cavs, qui peuvent les faire chier sur une série. Et en plus, j'ai critiqué Thibodeau, donc vraiment je pense que Thibodeau va être moins fort que Mazzulla sur une série. Par contre, je veux bien voir comment Atkinson appréhende tout ça. Ouais. Là où ça avait manqué aux Cavs avec Bickerstaff. Oui. Question suivante. Ouais. Va-t-on vivre les derniers matchs de Giannis Antetokounmpo sous le maillot des Bucks sur ces playoffs? Milwaukee, je rappelle évidemment le postulat. 5e au moment où on parle de la conférence Est, ils affronteraient les Pacers au premier tour. Ça peut aussi un tout petit peu slider au buzzer, prendre la place numéro 6 et affronter les Knicks. Dans tous les cas, tu partirais en playoff sans l'avantage du terrain, ça c'est le plus probable. Giannis, on le sait, ne pourra probablement pas démarrer là les prochains matchs avec Damian Lillard qui, on l'espère, va se remettre vite lui aussi de ses soucis de thrombose, caillot, etc.
il joue à un niveau extraordinaire. Là, Yanis, là, les derniers matchs, là, il a fait du quoi encore 35 points, 17 rebonds, 20 passes ici. Il a fait à Philly, là. Il a fait les moyennes de Yanis sur les derniers matchs sont absolument abusées et atroces. Pour autant, je ne peux pas dire que le transfert de Kyle Kuzma soit un succès résonnant sur la deuxième partie de saison, qu'on attend avec grande joie le retour de Bobby Portis, que l'impact de Kevin Porter Jr. est exceptionnel lui aussi depuis la deadline. Bref, c'est pas comme si les Bucks étaient sur une dynamique incroyable. Alex, y a-t-il des scénarios dans lesquels les Bucks se font, encore une fois, sortir au premier tour, ou peut-être même en demi avec un mini-fight, et est-ce que ce sera là qu'on verra un futur départ de Giannis Antetokounmpo et qui démarrera la saison prochaine sous un autre maillot? C'est une hypothèse qu'on peut pas exclure, hein. Malheureusement. Hein. On peut pas l'exclure. On peut pas dire non. Surtout qu'en plus, le cas Lillard, là, on nous. C'est pas de la chance. Comment ? Vas-y. Les premières évaluations étaient genre, il devrait être prêt pour démarrer les playoffs. C'est culotté, hein. Ouais, c'est les premières évaluations. Je suis pas médecin, mais putain. Quand tu vas dans les injuries, là. Oui, en fait, ils ont fait de la communication sur ça, mais putain, je peux te dire que c'est osé, hein, parce que franchement. C'est osé, et puis après, il faudra voir sur le terrain ce qui va se passer exactement. Mais là, Lillard expected to be out until at least le 19 avril. Voilà. At least. Donc ensuite, il y a qui tu vas jouer au premier tour. Parce que. C'est soit Indiana, soit New York. C'est soit Indiana, soit New York. Sûr. Dans les deux cas, il y a de fortes chances que tu n'aies pas l'avantage du terrain. Et que tu es en face de quoi ? Une équipe ambitieuse et qui peut te faire très mal tout de suite. Si tu n'as pas Lillard, ok, et que tu te fais tabasser 4-1 là, par les Pacers ou les Knicks, Yanis, il aura beau être en 30-12-8, et tu peux te prendre 4-1 quand même, hein, tu vois ? Parce qu'offensivement, les deux équipes peuvent te faire très très mal, et toi, tu n'es pas réputé pour ta défense cette année. Enfin, c'est pas simple en tout cas. Non, ouais. Donc l'hypothèse de Yanis qui prend une sauce, et là, il n'est pas blessé cette année. Parce que l'année dernière, il était blessé. L'année d'avant aussi. Il y avait une excuse. Il y avait un côté genre, bah oui, mais bon, le pauvre Yanis s'est blessé au premier tour de playoff. Donc, bah oui, le Heat nous a baisé. Oui, les Pacers nous ont battus. Ok. Ouais. Mais là, Yanis, il est en forme. Donc, si tu te fais défoncer et tout, avec un Lillard blessé, mais avec un supporting cast pour Yanis qui n'arrive pas à se mettre au niveau, ouais, tu peux avoir un Yanis qui dit oh, ça suffit. Allez, moi j'aime bien le daim, je vous ai amené une bague, j'ai été fidèle, ça fait 10 ans que je suis là, maintenant je vais être transféré. Voilà, vous appelez Pat Riley tout de suite. Pat Riley ou je prends un exemple. Arthur Ascaris aussi. Ah ouais, les Bulls, vraiment, t'es sérieux avec ça ? Yanis avec l'uniforme des Bulls, ça j'aurais du mal à m'y faire, ça me ferait un choc. Ah mais c'est ça et d'autres franchises. Enfin, il y aura. La reconstruction des Bulls, là, c'est rapide. Hein, il y aura 28 franchises qui seront. Vitesse grand V. Hein. Il y aura 28 franchises qui seront au téléphone. C'est-à-dire, si Giannis Antetokounmpo dans son prime est disponible, tu ne raccroches pas le téléphone. On voit Kevin Durant tout de suite. Hein. Il est pique. Bon courage. Hein. En fait. Évidemment, on va voir ce qui va se passer. Moi, j'ai de la peine, évidemment, pour Yanis, parce que c'est pas de la chance. C'est ça que je disais quand tu disais, t'as dit quoi ? C'est que je disais, c'est pas de la chance. Et c'est ce que Doc Rivers, d'ailleurs, pourrait nous dire sur les prochaines semaines. C'est, ah bah merde, on était dans une bonne dynamique défensive. Les Bucks avaient réussi à faire certains moves. Est-ce que c'était en rapport aussi avec le fait que Bobby Portis n'était pas là ou pas ? Ça, c'est un autre débat. Mais là, tu peux te retrouver vraiment dans un couloir du soupir chez les fans des Bucks, parce que t'as eu certains espoirs. Tu te dis ça pourrait aller encore mieux là entre Yanis et Lillard et à 100% début des playoffs, et te tombe ce truc sur la gueule des caillots avec Dame. J'ai peur que la suite logique ce sera de vouloir partir. Et je dis pas ça pour énerver les fans des Bucks, ils l'ont suffisamment entendu quand on se demandait si Yanis allait prolonger. Je dis juste qu'on a fait le même jeu en septembre dernier, où je vous ai fait chier avec Jimmy Butler et une potentielle future demande de transfert quelques mois plus tard. J'en parlais, je pense que plus que jamais, si là les Bucks se font sortir tôt, ça sera d'actualité. Et ce ne sera pas que contre Giannis ou les playoffs, ce seront les mouvements récents qui ont eu lieu au sein de la franchise, au sein du management, et comment évaluer la suite. J'ai très peur pour les fans des Bucks. Tu penses pas que Kevin Porter Jr. va tenir la baraque en playoff à la place de Lillard ? Il a fait des bons matchs en fin de régulière, c'est une vraie question sérieuse, hein. Ils défendent pas moins bien sans Lillard. Ils attaquent moins bien. Et puis surtout, dans les fins de match serrés... Non, mais je suis d'accord.
Après, il y a aussi des hypothèses différentes. Il y a démarrage de play-off, pas de Lillard, qui revient au match 3, match 4, et puis en fait, sans l'avantage du terrain, les Bucks se montrent capables d'upsetter les Pacers, les Knicks, tu vois. Et après, ça s'arrête peut-être en demi, hein, sur les Celtics ou sur un truc comme ça, mais au moins, Giannis se dit, ok, on a fait un truc. Moi, ce qui me fait peur, c'est la rouste au premier tour. Je pense que s'il y a rouste au premier tour, on démarre les 30 premiers en 30 jours avec Giannis dans le tableau des départs. Voilà. Je pense que c'est possible. Je pense que l'hypothèse est réelle. Je pense que je l'affirme. Je pense que ça va être chaud. Et qui va le récupérer? Aubrey. Giannis dispo. Franchement, attention. Hein. C'est méchant. Pat Dumont, il passe un coup. Au niveau hygiène de vie, on est comment avec Giannis? C'est pas ouf. Hein. Giannis, Shaq. Question suivante. On a parlé de nos amis les Cavs qui sont premiers de la conférence Est. Alex. Ouais. Et tout le monde, je vous pose la question. Donovan Mitchell, Darius Garland, Jarrett Allen ou Evan Mobley, qui a le plus la pression sur les playoffs à venir? Les Cavs sont numéro 1. C'est certainement pas sur le coaching staff qu'on va commencer à mettre des caisses Kenneth Atkinson. Ça se trouve, on va en parler dans une vidéo prochainement. Le public, tout va bien. Les gens, ils sont contents. Les Cavs, ils vont avoir l'avantage du terrain. Mais, indéniablement, il va y avoir de la pression sur ces Cavs. C'est qui a le plus de pression sur ses épaules? Jarrett Allen. Jarrett Allen? Pour moi, ouais. Ouais, pour moi, ouais. J'ai peur pour lui que dans le cas où, par exemple, il faille jouer des Celtics en finale de conf, ou une équipe chiante genre les Pacers ou des Bucks qui seraient passés, tu vois, quoique les Bucks c'est différent. Mais en gros, je pense qu'il y a pas mal de cas de figure où Atkinson et son staff vont dire on serait pas plus efficace là avec Evan Mobley en pivot, avec Garland, Mitchell, DeAndre Hunter. Oui, de toute façon, ils ont des options. Dean Wade. Ouais, ils ont des options. J'en sais rien, tu mets au Coro, tu vois, mais genre en gros, on serait pas plus efficace pour contrer un peu, pour pouvoir mieux switcher et tout. Moi, j'ai eu 2-3 trucs. Il fait une bête de saison, Jarrett Allen. Hein. Ah, mais attends, je dis pas le contraire. Non, mais c'est juste pour les gens qui suivent pas forcément les Cavs. Non, il fait une vraie bonne saison, Jarrett Allen. Il fait du gros taf. Super. Il a été utilisé de manière intelligente par son staff et en attaque et en défense, c'est pas le sujet. Sauf qu'on voit bien en play-off qu'il y a pas mal de configurations dans l'ère actuelle du basket qu'on vit. Il y a pas mal de configurations où un seul vrai intérieur est le meilleur équilibre. Et comme tu as Evan Mobley qui est un intérieur qui en plus a une capacité à switcher, à mon avis, supérieure à celle de Jarrett Allen, à mon avis. Quand même, hein. Non, t'es d'accord? Il a une capacité à switcher supérieure à beaucoup de gens en fait. N'hésitez pas à follow. Evan Mobley, non mais n'hésitez pas pour les analyses fines. Hein. Oui. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est on l'a vu, Jarrett Allen c'est pas que c'est un point faible de la défense, c'est qu'il peut être exploité parfois en play-off, comme l'a été Rudy Gobert, comme l'est parfois Jokic un peu trop loin du cercle, comme l'est parfois Porzingis, quand tu vois ce que je veux dire, genre oui, comme va l'être Karl Anthony Towns par des équipes tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est lui qui a le plus de pression parce que Mobley, il a de la pression, j'ai parlé de lui comme le mec qui allait exploser et tout, mais il est quand même plus jeune et avec un potentiel offensif vraiment très intéressant qui a commencé à se montrer cette année-là. Moins de pression, on va plus facilement dire c'est bien, ça progresse, faut qu'il fasse mieux en play-off, mais rendez-vous l'année prochaine. Allen, on va moins facilement dire ça. Et Mitchell, que tu as cité, il a la pression. Attends, il a la pression, Donovan Mitchell. Moi, c'est pas lui mon choix, mais oui. Comment ? Vas-y. Il a la pression, mais moins que Jarrett Allen, dans le sens où il va jouer, il va les avoir tous les matchs et il aura les gros moments où on va être là devant nos écrans, on va dire il y a besoin que Donovan Mitchell il fasse tomber des gros tirs. Et il est capable de les faire tomber. Il va les faire tomber. Moi, c'est Darius. Donc moi, c'est plus Jarrett Allen. Bah, j'entends. Je mets de côté aussi Evan Mobley et Spida, parce que même s'ils ont de la pression sur les épaules, d'où la pertinence de la question, c'est parce qu'Evan Mobley, on va se dire genre, allez, on attend The Leap. Alex vient de le dire en joueur que tu attendais le plus qu'elle exploser à l'aise. Mitchell, ça reste la star de l'équipe, quand même. Enfin, la plus grosse star. Machine offensive, plus grosse star, etc. Et Donovan Mitchell a pour lui quand même un historique où faire tomber des grosses séries de playoffs, il l'a déjà fait. Hein. Mettre des gros tirs et tout, il l'a déjà fait. Putain, il a regardé les Nuggets dans la bulle, il a fait t'en veux 50, t'en prends 50. Il était même pas depuis 6 mois en NBA qu'il a regardé le Thunder, il a fait donnez-moi Ricky Rubio et Rudy Gobert et je vais vous emmener ne sais-je. Limite, c'est l'année dernière où ils nous ont un peu saoulés en playoff. Non, là, il y a 2 ans, je sais même plus. Il y a une année là où ils nous ont un peu saoulés. Oui, bah en fait, c'était il y a 2 ans au premier tour face aux Knicks. Ils sont sortis par les Knicks, c'est ça. Oui, ils sont sortis par les Knicks parce que c'était une série de merde et que c'était en train de démarrer, que c'était tu sentais la fin de JB Bickerstaff, c'était vraiment horrible.
Moi, je trouve que c'est Darius Garland. Parce que, tout à fait raison sur Jarrett Allen. Darius Garland, très content, a pu retrouver son niveau de jeu là, qui est celui de All-Star. Hein. Il a été cette saison, donc plus de soucis perso, plus de problèmes de mâchoire défoncée, plus de doigts dans la gueule, enfin bref, tous les soucis qui étaient sur lui. Là, on retrouve le Darius Garland brillant. Mais on va se retrouver dans des séries de playoffs où il faudra qu'il soit plus que average, ou plus que dans ses moyennes. Ça va lui être demandé et il faudra qu'il réponde présent. Ça veut dire que Darius Garland, là, qui est un joueur de level contrat max, qui a été prolongé par nos amis les Cavs, qui est certes pas loin en tout cas, léger contrat max, parce que c'est sorti de contrat rookie, mais en tout cas qui est très généreusement payé, qui fait une belle saison, ne pourra pas être le 5e, 6e meilleur joueur d'une série et espérer que les Cavs vont bien s'en sortir. Il va devoir être régulier, solide, présent des deux côtés du terrain. Il va se faire cibler en plus. Il va se faire cibler. Et donc, autant sur un premier tour, s'il faut se retrouver contre Orlando, contre Atlanta, bon, j'ai pas trop de doutes. Si en demi, il faut que tu te farcisses Indiana ou Milwaukee, attention, et il y aura des clients qui seront sur lui, mais donc il faudra surveiller justement la production d'un Darius Garland. S'il répond présent, formidable, tu vas aller en finale de conférence. Et si c'est le cas, là mon gars, qui est le meilleur backcourt entre Jrue Holiday, Derrick White et Darius Garland, Donovan Mitchell, cette question, il ne pourra pas l'éviter. Et si ça se trouve, c'est le 4e moins bon joueur de ce quatuor sur une finale de conférence. Il ne faudrait pas non plus qu'il joue une demi-finale de conf contre les Pacers et qu'il se fasse trop ouvrir par Andrew Nembhard. Andrew Nembhard, pas Tyrese et pas Tyrese évidemment. Exactement, et que quand il y aura Siakam qui va faire switch, on y va les gars, au poste, je vais le défoncer, ils ont pris 2 fautes, c'était la merde. Et avec tout le bonheur que nous a apporté Ty Jerome sur la saison régulière, peut-être qu'il y aura aussi certaines limitations en apport de banc. Ty Jerome, quelle histoire. Incroyable. Candidat 6e. Le mec à l'époque, je me mais attendez les gars, mais il fera pas de carrière lui. Mais si, avec DeAndre Hunter, chez Virginia, ils étaient très forts. Oui, non, mais ses débuts en NBA. Ouais, voilà. Moi, tu m'aurais demandé au bout de 2 ans de NBA de Ty Jerome, je te dis oui, c'est un journeyman. Il va signer des 10-day contracts tous les ans en septembre, on verra quoi. Et là, en effet, le gars, c'est un des meilleurs 6e hommes de l'année. De l'année et de progression, tout à fait. Bravo à lui, c'est un des gros. Respect. Mais donc, je souhaite que. Il a même le profil pour faire des bons playoffs. Et il va faire des bons playoffs. Lui et Hunter, ça a très bien marché. Ouais. Mais donc, du coup, Garland, attention, parce que le talent est indéniable, parce qu'on est tous très contents de le revoir au très haut niveau, mais qu'on a aussi un historique avec Darius Garland d'avoir fait de la grosse merde en playoff. Parce que quand tu parles de la série Donovan Mitchell face aux Knicks, t'en souviens de Darius Garland ? C'était une atrocité. Ah, c'était pas ouf. C'est une atrocité. Et donc là, il va falloir qu'il réponde fort, parce que autant en effet, Jarrett Allen pourra après se retrouver dans des discussions de transfert. Autant après, on va se retrouver nous et on va se dire bon bah ok, Darius Garland il est super, mais c'est le combienième meilleur meneur de la conférence Est. Si les Cavs veulent aller un petit peu plus loin, il faudra peut-être upgrade cette affaire. Je pense que c'est Garland qui a le plus de presse. Et toi, Jarrett Allen. Ouais. Pour finir, une dernière question, si je dis pas de bêtises, j'en ai une 6e. Une petite pour la route. Est-ce que, selon vous, mais selon toi Alex, il peut y avoir un upset au premier tour de la conférence Est ou est-ce qu'il n'y en aura aucun ? Je te pose la question et je la pose évidemment aux gens. Pourquoi ? Parce qu'on vient de faire la conférence Ouest où là, il y a des upsets dans tous les sens. Quasiment, on va peut-être d'ailleurs quasiment se dire, bon, il n'y a pas d'upset parce que tout le monde a les bilans, c'est juste qu'on les a mis en 4, 5, 6, quoi. C'est trop chaud, bien donc c'est vrai que les mecs on va parler d'upset alors que les mecs auront une win ou 2 d'écart sur la régulière. C'est ça. Il n'y a pas d'upset pour les Cavs et les Celtics au premier tour en sortie de play-in. T'aimerais voir les Bulls comme moi en play-off ? Moi, c'était ma question subsidiaire. Ah, vas-y. Ma question subsidiaire, comme ça, après je reviens sur les upsets, c'était du coup les Bulls en play-off. Les Bulls en play-off. On oublie le bouton rouge alors ? Les Bulls et les Hawks en play-off. C'est fini le bouton rouge, ça y est. Ils ont leur projet. Ils ont un début de projet. Giddey White, Matas Bouzelis, Lil Uzi Vert. Prolongeons Vooch. Il y a un rayon de soleil dans l'Illinois. On y va en courant, Alex. Ils sont complètement dans le play-in. Hein. Et ils sont complètement dans la Est-ce que l'équipe la plus dangereuse, c'est Miami pour ces équipes-là ? Parce que plus d'expérience meilleur coach et tout ça. Et Wiggins qui revient petit à petit, là ? Non. Okay. I swear to God. Non, le plus relou, c'est les Bulls. Orlando ? Le plus relou. C'est Orlando, quand même. Mais bon, ils sont partis pour se taper les Celtics, donc qu'est-ce qu'ils vont Top 3 des pires attaques de toute la NBA. Atrocité visuelle, le Orlando Magic. Atrocité visuelle, mais chiant à attaquer. Oui, mais tu lèves les bras, t'as défendu contre Orlando. Shoot! Moi, je vois pas trop d'upsets. Après, je vois des upsets potentiels, genre, je sais pas. Si tu as un Pacers Bucks en 4-5,
Est-ce que c'est un upset quand le 5e bat le 4e? Pas forcément, mais que Milwaukee se fasse sortir au premier tour, c'est un bel upset, ouais. Ça dépend, s'ils sont 6e et qu'ils se font sortir par les Knicks, on va pas parler d'upset. Non, c'est sûr. Ah ouais, tiens, c'est vrai. C'est pas un upset, ça serait une déception pour les Bucks et tout. On reviendrait à tout ce qu'on a dit sur Giannis tout à l'heure. Mais ça sera pas un upset, jamais de la vie. Les fans des Pistons, là, vous pensez réellement Vous pouvez sortir upsetter les Knicks? Ah, attention. Si Je pose la question. upset New York... Je pose la question. Est-ce que les Pistons peuvent suffisamment emmerder je vais les finir Knicks? par faire tomber un maillot d'Osar Thompson, moi. Je dis, c'est au Ça va pas rigoler. Moi, Ou peut-être je vais me prendre un Jalen Duren. Moi, je prends Isaiah Stewart. Tous Non, les jours. Isaiah Stewart, non. Si. Il me saoule. Comme ça, là. Il me saoule. En même temps, par contre, Let's go. faut reconnaître que J'adore. pour un jeune joueur, il s'est déjà fait bien repérer. Parce que l'autre jour, quand il y a eu le petit brawl engagé par Dante DiVincenzo, là, récemment, là, contre les Wolves, là, où il a sorti les museaux dans tous les sens avec les loups et tout, c'est Isaiah Stewart qui a pris le plus de suspension, alors que c'est le mec, il a juste voulu séparer des gars et tout, il a pas du tout foutu la merde, il a eu moins de suspension que DiVincenzo, je tiens à le dire, c'est pas normal. Mais évidemment que c'est pas normal, mais c'est ce qui fait que Michael Bridges peut faire ça et que Ja Morant prend 75 000 $ quand il le fait. Il faut prendre les antécédents, Alexandre, on peut pas les prendre comme ça, sinon c'est mort. Non, mais c'était injuste. Les antécédents, ça peut pas tout faire. Il y avait jurisprudence à Isaiah sur Stewart. L'antécédent de Ja Morant, l'histoire de flingue, moi personnellement, je trouve que c'est célébration de flingue. Non, mais c'est comme Draymond. Qu'est-ce qu'il a Draymond? Draymond, il y a un dossier Draymond, donc ça veut dire qu'il est plus enclin à avoir un traitement parfois de faveur et parfois de défaveur, parce qu'il y a un CV énorme derrière. Enfin, il y a un traitement de défaveur, Draymond Green? Parfois, il a un traitement de faveur et de défaveur, je dis. Quand est-ce qu'il a de traitement de défaveur, Draymond Green? Je pense que s'il fait des grosses merdes là en playoff et qu'il se retrouve bien exposé, je pense que la NBA pourra être capable de dire genre, maintenant tu nous casses les couilles, arrête de prendre les arbitres pour des truffes, tu vas nous être gentil, mais tu feras pas la game. Les écrans... Non, mais même applaudir dans la tête des arbitres, il n'y a que lui qui peut le faire. Les écrans mobiles comme ça, là, c'est quand qui... Il n'y a que lui. Quand est-ce qu'il... Il y a un seul homme qui peut regarder un arbitre et faire genre... Ou alors il fait comme ça, il fait comme ça... Et il peut passer. Il peut rendre de technique. Écran en 4K, c'est pas des écrans en 4K, c'est des écrans roulants. Bref, c'est un autre sujet. Excusez-moi, je me suis perdu un peu. Non, mais on se demandait si Détroit pouvait pousser au moins les Knicks. Les pousser, oui. Les upsetter, ça serait une dinguerie. Hein. J'ai du mal à y croire parce que malheureusement pour les Pistons, je pense que là où ils ont bâti leur force cette saison, les Knicks vont les regarder et vont faire ouais, mais nous là on est meilleurs sur vos forces. Et là où ils pourraient exploiter des faiblesses de protection de cercle des Knicks, ils vont essayer, hein. Mais c'est pas non plus là où les Pistons sont excellés forcément. L'attaque de cercle, la pénétration, la recherche de lancer et tout, tu vois. Donc compliqué pour eux, à moins que Jalen Brunson soit avec la cheville encore en vrac ou quoi, tu vois, là c'est plus du tout les mêmes Knicks. Mais les Knicks qu'on a vu toute l'année là, Jalen Brunson, Michael Bridges, Anunoby, Towns et tout, leur attaque de fou malade là... Ah, ça va dérouler. Je pense que c'est compliqué pour les Pistons d'espérer. Mais ça sera un upset par contre. Là où, s'il y a Pacers-Bucks en 4-5, je sais pas si tu vois, genre si les Bucks sont 4e et que les Pacers sont 5e et que les Pacers battent les Bucks, c'est un upset. Je sais pas, tu vois. Les mecs ont quasiment le même bilan. Non, je sais pas. Dernière question du coup pour finir sur nos amis de la conférence Est. Autant à l'Ouest, j'avais dit c'était quoi l'affiche idéale du premier tour et tout. Mais là. L'affiche que tu veux voir. Il est cool, hein. Ouais, l'affiche que tu veux Pistons, voir absolument Pacers. à l'Est. Bucks Pacers. Parce que honnêtement, sans leur faire offense, les Cavs Hawks ou les Celtics Bulls ou Celtics Magic ou quoi, je souffle un peu. Knicks Pistons, vraiment le côté historique me fait kiffer et je pense que Pacers Bucks peut être une série incroyable. Avec des perfs de ouf et tout. Non ? Si, bien évidemment, j'adore. J'étais en train de me demander. Quoi, c'est quoi toi ? Hawks Cavs ? Non. Et pourquoi pas ? Ça peut arriver, hein. C'est une série qui peut arriver, ça. On va voir ça au Grand Rex, tu vois. Ça va être trop Punition. Tu pourras sortir ton maillot de Dominique Wilkins. Oh my god, Josh Smith rétro. J'adorerais un Knicks-Bucks. Je veux Tom Thibodeau contre Doc Rivers, Alex. Je souhaite ce moment de 2 semaines. Je souhaite Yanis face à la peinture. Un Pacers Pistons qui historiquement, il y a un petit fumeur. Très belle odeur. En plus, les deux s'aiment pas du tout là. Pacers Pistons cette saison. Puis il y a des cons des deux côtés. Tout à fait. Puis là au premier rang, du coup, il y a Ben Wallace, Jalen Rose et tout. C'est drôle.
Mais ouais, Bucks Knicks, j'aimerais bien voir Giannis dans une peinture qui n'est pas forcément rééquilibrée par Tom Thibodeau parce qu'il pense que vraiment qu'Anthony Towns peut garder une raquette dans laquelle Giannis attaque pendant 2 semaines. Tu vois, ça peut être très drôle. Compliqué. Voilà, si ça joue pas sur la bataille des bancs, du coup ça peut donner des chances aux Bucks parce que c'est pas non plus la folie de leur côté. Knicks Bucks. C'est pas une bonne match-up pour les Knicks. Knicks Bucks. Pour le coup, c'est pas une bonne match-up pour les Knicks. Let me sign. Knicks Bucks, je signe très très fort. Et puis, donnez pas à Giannis la possibilité de briller au Madison Square Garden alors que tout le monde dit qu'il va perdre cette série. Et qu'il dit, mais... vous êtes des oufs. Mais vous... OG Anunoby, mais mec... c'est le petit déjeuner, quoi. Ok. Donnez-moi cette série. Tu as d'autres questions sur la conférence Est ou on est bon ? On est pas mal, je crois. On est pas mal ? Dites-nous vous, évidemment, si vous en avez. Et surtout, on attend vos réponses à ces différentes questions. La suite du programme, elle est très très simple. On va avoir d'autres petits apéros. Dimanche, dernier jour de saison régulière, 30 équipes, 15 matchs. Lundi, meilleur jour de la semaine. Exactement. Il y aura du top 10, il y aura un apéro science-fiction, il y aura le trash talk bracket contest. Si avec ça, vous n'êtes pas des gens heureux, on ne sait plus quoi faire. On se voit à Paris, à Lyon, à Marseille. Exactement, pour les viewing parties, ça va être extraordinaire. Allez, des gros bisous de la part de Léonce, d'Alex Bibi et de toute l'équipe de Trash Talk. À très vite, des bisous. Ciao.